de footballeur professionnel à recruteur en cabinet, puis en entreprise et maintenant chef d'entreprise, j'ai eu quelques vies avant de trouver mon équilibre, ma singularité et de réussir à la placer dans un environnement favorable au développement de mon plein potentiel. Bonjour, je suis Jess Bichet. À travers ce podcast, j'ai envie de vous partager des histoires passionnantes et singulières de celles et ceux qui, comme moi, ont osé s'écouter, ont osé faire des choix audacieux pour trouver leur équilibre. Bienvenue dans un monde hors norme. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Hors Norme. Aujourd'hui, un épisode spécial parce qu'on va parler de sport, de ressources humaines, dans ce regard croisé entre le métier de DRH et d'entraîneur avec Philippe Agostini et Olivier Orja. Bonjour à tous les deux. Bonjour Jess. Comment allez-vous ? Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi Philippe de nous accueillir ici au Stade Gerland des Loups du rugby. Vraiment un décor quand même assez sympa. Est-ce que pour lancer l'épisode, je peux vous demander de vous présenter ? Olivier peut-être ? Avec plaisir. Donc je suis Olivier Orja, je suis le DRH du groupe Aoste. Justin Bridou, Cochonou, César Moroni, Aoste, des marques donc, qui parlent à beaucoup de Français, emblématiques sur le marché de l'agroalimentaire. Et donc c'est un groupe industriel qui a développé au fil des années sa notoriété dans le monde de la charcuterie. Et tu es à ce poste depuis combien de temps ? Je suis ça à la 11e année. 11e année. Et avant, t'es passé dans pas mal de boîtes, j'imagine. J'ai un cursus purement RH, donc c'est ma formation initiale. Et au fil des ans, j'ai développé des compétences qui m'ont fait évoluer vers des postes de direction, membre de comités de direction dans différentes structures, dans des milieux industriels tous différents. Okay. L'agroalimentaire, c'est une première expérience pour moi, qui dure un peu. Ouais, 11 ans, c'est pas mal, ouais. Et par ailleurs, donc, toujours à des postes de direction dans différentes structures plus ou moins importantes, toujours internationales. Super. Et toi, Philippe ? Salut Philippe. Salut et bienvenue au Matmut Stadium. Ouais, merci beaucoup. Merci de nous accueillir. C'est vraiment génial. Voilà. Donc moi, j'ai commencé une carrière d'entraîneur très tôt après ma carrière de joueur, à l'âge de 30 ans. J'étais entraîneur de club, puis cadre technique à la Fédération française de rugby pendant un bon bout de ma carrière aussi. D'abord en région, puis après à la direction technique nationale, où j'ai pendant 20 ans été responsable des équipes de France jeunes. J'ai entraîné les équipes de France. Ouais, toutes les équipes de France, pas toutes catégories, hein, c'est ça. Voilà, j'ai entraîné. À l'époque, il y avait les moins de 17, puis les moins de 18, puis les moins de 21, les moins de 20, voilà, jusqu'à même l'équipe de France A, qui était l'équipe B de la grande équipe de France. Voilà. Okay. Et puis j'avais fait un stop dans les années 2005-2006 chez les pros. J'étais entraîneur principal de l'équipe de rugby de Clermont, première année top 14. Okay. Et là j'avais un joueur qui s'appelait Pierre Mignoni qui m'a demandé 20 ans après de le rejoindre au sein du Club du Loup en tant que directeur de la formation. Et c'est un poste que j'ai occupé pendant 5 ans, donc depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui. Voilà, pour basculer très prochainement sur encore un autre job. Super. Voilà. Et alors justement, pour lancer cet épisode, ce regard croisé entre la fonction de DRH et d'entraîneur, est-ce que vous pensez qu'il y a déjà de prime abord des similitudes entre vos deux métiers ? Question ouverte pour démarrer. Il y en a une qui est assez facile, c'est la coupe de cheveux. C'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire d'avoir cette coupe. Non, enfin moi je sais pas, je pense que déjà ce sont deux métiers qui sont basés sur la relation humaine. Et inévitablement, à partir du moment où alors nous on n'a pas de performance économique, financière à avoir, mais c'est des performances sportives, collectives. Et à partir du moment où on a cet objectif-là, pour réussir, on est obligé de prendre en compte la dimension humaine de la relation entre l'entraîneur et le joueur, ou l'entraîneur à l'intérieur de son staff, ou le joueur à l'intérieur de son équipe. Et c'est un milieu complexe, mais qui est très très riche et qui m'a animé toute ma carrière. Je peux que confirmer. En fait, la base du DRH, la matière qu'il travaille, c'est la ressource humaine, le capital humain de l'entreprise, et à la fois sur sa dimension collective et individuelle. Donc se doter des talents nécessaires pour matcher avec la stratégie de l'entreprise et en même temps faire que ces talents jouent une partition, une stratégie ensemble qui fait toute la force du collectif.
Donc, même si j'en porte pas l'intégrale responsabilité, puisqu'il y a d'autres membres du comité de direction qui officient, je suis dépositaire de quelque chose qui est la matière humaine de l'entreprise, au même titre que l'entraîneur, lui, est dépositaire de l'esprit que peut avoir l'équipe, des individualités qui jouent à l'intérieur et du système de jeu qu'il doit déployer. Et pour autant, il a lui aussi des gens pour les aider, des partenaires sur des côtés Oui, c'est vrai que les deux fonctions, la matière première des deux fonctions sont évidemment l'humain. Néanmoins, est-ce que la gestion de la performance est peut-être différente? Puisque d'un côté, toi Philippe, tu vas gérer des sportifs qui ont des contrats à durée déterminée, en tout cas, il y a une espèce d'urgence chaque week-end à aller chercher une performance assez intense. Ou de l'autre côté, avec en tout cas des périodes aussi pour les joueurs selon la durée de leur contrat, des périodes de mercato bien identifiées sur une saison. Est-ce que ça c'est une manière, en tout cas ça doit beaucoup impacter ta manière de gérer un collectif. Et toi Olivier de l'autre côté, pas de mercato défini, il y a un mercato toute l'année. La performance elle est quasi quotidienne pour un collaborateur en entreprise. Comment on gère ces collectifs-là? Parce qu'effectivement sur le papier, je suis assez d'accord avec vous. C'est la première idée que je me fais. En tout cas, quand je parle à un DRH et un entraîneur, je dis tiens, ils ont la même matière. Mais est-ce que derrière cette matière-là, effectivement, il n'y a pas une gestion de l'humain très différente finalement? Alors certes, la performance en rugby, elle doit être régulière et elle doit être réalisée tous les samedis ou tous les dimanches, le jour de la compétition. Et elle doit être répétée pour qu'une équipe ou qu'un joueur soit évalué vers le haut niveau. Il faut qu'il soit performant de manière stable, régulière. Du coup, ça nécessite un entraînement au quotidien et ça nécessite une préparation de la compétition qu'on voit pas, mais qui est pour le coach quelque chose de permanent. Donc même si le joueur est amené à changer de club ou par rapport au statut qu'il a en tant que sur des contrats à durée déterminée, l'objectif pour un staff, pour un coach, c'est de pouvoir avoir une stabilité dans son effectif. Et si on peut renouveler les contrats de joueurs auxquels on tient, c'est quelque chose de positif. Donc, on a quand même un travail sur la durée et à assumer, et d'où la nécessité au quotidien, tous les jours, de pouvoir aider, mettre le joueur dans les meilleures conditions possibles, accompagner le joueur pour qu'il soit le plus performant dans toutes les composantes de la performance. C'est là où on peut être différent entre le monde du sport et le monde de l'entreprise. Mais le jour J, il faut être présent et puis il faut être performant. Et là, après, il y a d'autres dimensions, notamment la dimension mentale qui est très importante. Alors justement, Phil, c'est intéressant parce qu'on en parlait un peu avec Olivier tout à l'heure. On a déjeuné ensemble. Effectivement, c'est intéressant. Le moment de la performance est extrêmement ciblé, en tout cas dans le monde du sport. On sait que ça va arriver soit le samedi, le dimanche, mais en tout cas c'est assez ciblé. Dans le monde de l'entreprise, finalement, souvent on se dit bah tiens, la performance elle est quasi quotidienne. Parfois même dans des moments de forte intensité, c'est quasi du lundi au dimanche de se dire bah tiens, c'est un peu comme le jour du samedi soir, mais en fait du lundi au vendredi. Et souvent j'entends dans le monde de l'entreprise ah bah tiens, peut-être aller prendre des best practices issues du monde du sport, etc. Sauf que il y a une gestion avec des échéances, il y a une gestion de la performance différente parce que des échéances, en tout cas de à forte intensité, très très ciblées. Donc on peut effectivement dire à un joueur, dites, je parle sous votre contrôle évidemment, mais on peut dire à un joueur repose-toi à ce moment-là, etc. Dans le monde de l'entreprise, maintenant pour y travailler depuis 15 ans, c'est plus difficile de dire à un collaborateur prends du recul. En tout cas, il l'entend un peu moins parce qu'il n'y a pas forcément non plus des moments de performance à forte intensité, extrêmement prévisibles, ciblés. Parfois, ça arrive un peu de manière organique et le collaborateur est un peu désarmé quand même parfois. Moi, je pense qu'il faut ces deux performances différentes, mais qui sont des performances au demeurant. Et effectivement, je suis assez d'accord avec toi, Jess, sur les fameux temps forts que décrivait Philippe tout à l'heure. Il y a des temps forts bien identifiés dans un sport, il y a des temps de repos,
temps de performance, temps d'entraînement, etc., etc. Dans le monde de l'entreprise, ces temps il y a des temps forts. Ça peut être une négociation commerciale annuelle, ça peut être un enjeu de transformation sur une usine avec un chantier, etc. Ce sont des temps forts. Il est vrai que l'intensité et les échéances sont beaucoup plus longues. Et donc c'est un de mes jobs d'ailleurs, et du job des managers, puisque je suis loin d'être tout seul pour faire ça, et au contraire même, il faut être toute une équipe pour gérer ça. On gère un effort dans la durée avec la notion d'indéterminé, c'est-à-dire qu'en fait, un temps fort peut en suivre un autre, avec de la notion d'imprévisibilité qui ça peut être un incident industriel, c'était pas prévu, ça peut être un incident économique, ça peut être le Covid, et qui crée des choses qui ne sont pas à l'agenda classique de l'entreprise et qui demandent des facteurs d'adaptation très, très importants. Et on doit le faire avec, je dirais, le mercato que l'on a. Il n'y a pas forcément, quand j'essaye de faire un parallèle avec un sport d'équipe comme le rugby, un banc de remplaçants en permanence, ce qui est somme toute assez logique eu égard aux risques que peuvent prendre physiquement les joueurs, etc., et l'exposition qu'ils ont. C'est pas de souci avec ça, mais en fait, on a presque d'un côté un sport d'endurance, pour de l'autre côté un sport peut-être un peu plus d'intensité, de temps fort. Voilà. Et ce que je constate au travers de ma carrière, c'est que l'intensité et la manière dont les gens travaillent dans l'entreprise, sous une contrainte en plus, qui est la croissance de l'entreprise, qui dépend de ses marchés, qui dépend de la performance de tout un chacun, il y a une intensification quand même, clairement. Il y a des rythmes qui sont différents, il y a des secteurs d'activité d'ailleurs qui sont plus soutenus que d'autres, des temps qui sont beaucoup plus courts, d'autres beaucoup plus longs. Je pense qu'il y a une notion de planification dans une saison, même si par ailleurs il y a quelques incidents de parcours, il y a une notion de planification qui intervient beaucoup plus que ce qu'on peut faire dans le monde de l'entreprise. Et donc je pense qu'on a une capacité, il faut jouer avec une capacité d'adaptation, une flexibilité, etc. Est-ce que tu es en train de dire que c'est plus compliqué de planifier en entreprise que dans le sport ? Non, c'est une question d'organisation, il faut être organisé pour. Il y a tout un tas d'activités qui demandent de la flexibilité, de l'adaptation, etc. Il faut être organisé en conséquence. Mais ça fait partie de la performance. Cette notion de flexibilité, cette notion d'adaptation, cette notion d'adaptabilité, cette notion de gestion du changement qui devient quelque chose d'extrêmement important. On voit que les crises se rapprochent. On l'a vu, quelque chose qui était jamais arrivé, le Covid, nous a demandé des transformations colossales dans un temps très court. Quand on est dans la notion de performance sportive, on a des calendriers, on a des agendas, on a des temps de préparation identifiés, on sait que les compétitions arrivent à des dates déterminées. L'entreprise, la compétition, c'est un peu tous les jours. Et avec une notion d'imprévu qui, quelque part, est énormément consommatrice d'énergie, qui est énormément consommatrice de moyens, parce que c'est souvent des investissements, etc., et qui, encore une fois, demande une capacité d'adaptation qui est très importante. Dans le sport collectif, il y a une capacité d'adaptation. À l'instant T, sur le terrain, dans un temps très court, qui est le match, etc., on s'adapte. Je pense que l'entreprise, c'est le quotidien. Et alors, comment vous faites chacun pour développer les uns et les autres, toi Olivier dans l'entreprise et toi Philippe au sein d'une équipe C'est toute l'ambiguïté qu'il y a, ou la contradiction qu'il y a, à la fois dépendre, le résultat il est collectif. Excuse-moi, je te coupe parce qu'effectivement c'est intéressant, tu parles de fragilité globalement, en tout cas c'est il y a de plus en plus de chocs qui peuvent venir embêter l'entreprise aujourd'hui, peut-être ce que ça n'eût été avant. Là pour le coup le sport est assez préparé à ça, parce que en tout cas c'est on sait que de toute façon tous les samedis il y a choc. Oui, il y a choc, mais après, c'est l'enchaînement des chocs qui peuvent être avec un résultat positif ou négatif. Quand tu enchaînes 3 défaites de suite, par exemple, que tu n'as pas prévu, ça crée inévitablement des tensions où il y a des pressions qui arrivent des actionnaires ou de la presse ou du public. Donc là aussi, c'est dans le métier, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et même si la périodicité des performances elle est différente en entreprise et en sport, ou en rugby en particulier, le jour J, faut être là, quoi. Et ça justement, ça c'est quelque chose. Comment vous préparez chacun dans vos univers respectifs?
comment vous préparez les personnes finalement à être présents le jour J? Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, la performance, elle est collective, mais on ne peut pas la dissocier de la performance individuelle et des relations qu'il y a entre les hommes, entre les membres de l'équipe. Et ça, traiter le sujet qu'en pensant au collectif, ça serait une erreur. Il faut absolument prendre en compte l'individu, sa singularité et le lien qu'il peut y avoir entre les différents membres d'un collectif pour que chacun puisse donner le meilleur de lui-même. Et c'est si chacun donne le meilleur de lui-même, si chacun a un niveau d'exigence élevé, qu'à ce moment-là, ça va se connecter et que l'équipe va avoir un résultat positif. C'est très important. Cette approche, elle est fondamentale. Si je synthétise ce que tu viens de dire, si j'ai bien compris, le collectif, en tout cas, il y a collectif que si on a su identifier chaque singularité de chaque individu et la faire vraiment émerger à son plein potentiel pour avoir un collectif qui sera prêt le jour J. Oui, à condition que le joueur, l'individu, il est admis et il comprenne bien que c'est la performance collective qui est première. D'accord. C'est un peu la contradiction, mais oui, c'est très important. Ouais. Et que c'est pas sa performance à lui individuelle qui est suffisante. Ouais, je comprends. Là, pour le coup, il y a une grande similitude. Ok. C'est quelque chose qu'en entreprise, on travaille, et ça fait partie un peu du job de la partie RH, de s'assurer que les équipes sont constituées de gens qui sont complémentaires. Dans n'importe quel groupe de travail, il faut qu'on arrive à identifier des gens qui peuvent être des gens plus gestionnaires, d'autres plus entrepreneurs. Un gestionnaire va peut-être avoir une aversion au risque plus importante, mais en même temps, c'est le degré de prudence qu'il faut avoir avant de se lancer dans les projets qui va être plutôt celui qui va pondérer le raisonnement. Et en même temps, il faut qu'on ait des entrepreneurs, comme on peut avoir des avants, on peut avoir un meneur de jeu, etc. Et on va avoir des gens qui vont jouer un rôle. Donc c'est l'homogénéité de ça et la manière dont on fait travailler ces gens ensemble qui induisent une performance, individuelle, mais collective. Là encore, tout seul, on n'y arrive pas. Là où on est assez proche, je dirais, par rapport au monde du sport, et le sport collectif, et de ce qui se passe en match, etc., c'est que de plus en plus, ou même depuis pas mal d'années maintenant, il y a des pratiques qui sont quasi identiques. Après un moment de forte intensité, business ou match, il y a un débriefing. On a un post-mortem. Ouais. On a fini une saison, on a fini une année, on fait une analyse, on se pose dans la réflexion stratégique, on balaye ce qu'on a bien fait, ce qu'on a moins bien fait, exactement comme après un match ou après une performance sportive individuelle. Et donc, on débriefe de tout ça. Donc, de ce point de vue-là, on a quand même un certain nombre de similitudes. Et après, alors, il y a aussi le fait que le collectif dans l'entreprise est souvent beaucoup plus important que le collectif sportif. Donc ça repose sur un plus grand nombre de personnes. C'est à Host, vous avez 1500 collaborateurs, vous en avez 800 dans les usines, vous en avez 150 sur le périmètre commercial, vous en avez une trentaine à l'équipe dans le domaine marketing. C'est large, ouais. Donc, je dirais qu'il n'y a pas un entraîneur, il y a des entraîneurs. Il y a un général manager, ça s'appelle d'ailleurs un directeur général ou un CEO, et qui peut être le cas d'ailleurs pour une équipe professionnelle de foot ou de rugby. Et en même temps, on s'appuie sur un certain nombre d'entraîneurs qui ont toutes leurs spécialités, une spécialité de marketing, une spécialité de vente, etc. Mais je dirais que pour le reste, on a un débriefing, on a des briefings réguliers, on fait des points de situation sur notre situation au championnat, vis-à-vis de la concurrence, vis-à-vis de notre plan de route, etc., vis-à-vis de l'objectif qu'on s'est fixé. Il y a un autre point de similitude qui me semble intéressant, c'est que les grands clubs sportifs ont souvent un projet sportif qui est souvent associé à un mécène, à des gens qui sont venus là avec un objectif, de briller, d'avoir des résultats, etc. Et on bâtit des objectifs court terme qui eux-mêmes vont servir un objectif long terme. C'est exactement le sujet de l'entreprise. On a un plan de l'année qui vise à réaliser un certain nombre d'objectifs liés à ce que peut nous demander l'actionnaire, de ce que peut nous demander les dirigeants du groupe. Et puis, on a des plans à 2 ans, des plans à 3 ans, des plans à 5 ans qui correspondent. Et donc, le job là-dedans pour l'entraîneur, c'est d'arriver à aligner les ressources
par rapport à cet objectif court terme, mais c'est aussi cet objectif moyen terme et long terme. Et de faire en sorte que tout le monde tire dans le même sens. Ça, je crois que c'est vraiment essentiel. Et donc, c'est là qu'on commence à réconcilier le talent de chacun pour un talent collectif en vue d'atteindre un objectif commun. Et la science, je crois, moi, et la similitude qu'on peut avoir entre un entraîneur et les entraîneurs en entreprise et les managers en entreprise, et le DRH en conséquence, c'est comment on embarque, comment on engage tout le monde vers cet objectif commun, de manière à ce que la moindre parcelle d'énergie soit consacrée à la réalisation de cet objectif. Et justement, vers l'atteinte de cet objectif, dans le sport, je parle sous contrôle, Philippe, on parle souvent de pépites en tant que joueur, etc. Effectivement, tu évoquais tout à l'heure que les meilleurs, il faut savoir les retenir. Comment, toi, dans le sport, vous arrivez en tout cas à faire de la rétention de ces joueurs de talent? Et est-ce que c'est cette logique est vraie pour le monde de l'entreprise? Voilà. Dans la constitution d'un collectif aujourd'hui, c'est vrai qu'on est moins nombreux que l'entreprise, mais on est sur un sport co où il y a quand même beaucoup de monde sur le terrain. Et même si on n'est que 15 à jouer, les groupes pro tournent autour de 40 joueurs. Et pour être fort sur la durée, non seulement d'un match à l'autre, mais sur la durée, il faut qu'on ait un effectif qui soit équilibré entre justement les joueurs qui ont un facteur X particulier, qui peuvent te faire gagner un match. Ouais. Et ça, il y en a dans tous les sports co. Et au rugby, c'est important aussi. Et que poste par poste, on ait une qualité d'effectif qui soit constituée d'un équilibre entre les joueurs qui vont être des titulaires indiscutables, des internationaux, des joueurs qui ont un talent particulier. Et puis ceux qui sont là pour soit finir les fins de match ou qui peuvent débuter un autre match mais qui sont pas forcément, qui n'ont pas le même statut. Donc dans la constitution de l'effectif déjà, il faut qu'il y ait un équilibre avec des responsabilités et des statuts qui sont, me semble-t-il, importants de définir à l'avance et qui soient partagés par l'ensemble du groupe. Voilà, c'est ce que j'avais demandé. Est-ce que ces statuts sont connus de tous et partagés de tous? Moi, ça dépend des clubs, ça dépend c'est ce que je préconise, c'est ce qu'on préconise nous ici en ce moment. Donc il faut qu'il y ait un équilibre et inévitablement un statut qui soit différent à l'intérieur pour le même poste à l'intérieur du collectif. L'important est de pouvoir dans ton collectif de 40, avoir sur le poste de numéro 1 le joueur le plus performant possible et que on ait toujours au moins un joueur qui soit de ce niveau-là à chaque poste. Ah oui, donc pour l'attirer, il y a différents moyens. Il est évident que la marque du club, l'image du club, sa capacité à gagner, et à gagner des matchs, mais à gagner des titres, est quelque chose de très important sur l'attractivité que peut avoir un club par rapport à un autre. La réputation du club fait une bonne partie du pouvoir d'attraction pour les joueurs? Je pense que oui. C'est vrai aussi pour la rétention? Évidemment. Ouais. Évidemment. Non, c'est évidemment. Oui, c'est ça. Enfin, il me semble. Mais ça se construit sur du long terme. Ça peut être lié à une identité qui peut être régionale ou qui peut sensibiliser certains joueurs plus que d'autres. Voilà. Après, il y a l'aspect économique. Faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, c'est l'économie qui fait le sport. Et si on est arrivé à un top 14 avec la présence des grandes métropoles, souvent en tête du classement, c'est pas un hasard. Ouais. Et aujourd'hui, le rugby n'échappe pas à ça, même si bien sûr, c'est aussi un sport de clocher, de région, mais ça fait partie de l'évolution de notre sport. Et alors justement, est-ce que... pardon, tu voulais poser ? Il y a quelque chose qui me paraît excessivement important et qui, pour le coup, est assez similaire. C'est le besoin que tu as exprimé, Philippe, que le collectif comprenne ce qui est attendu de chacun. Et ça, je pense que c'est quelque chose que j'ai vu progresser beaucoup dans le monde de l'entreprise au fil des ans.
c'est que avec l'exigence de la concurrence, de la compétition, des marchés, de la mondialisation, etc., on peut plus se passer maintenant d'avoir une image très claire, tout un chacun, de la contribution de son collègue, du service, etc., dans la chaîne de valeur. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, je pense que la métaphore rugbyistique est assez... celui qui reçoit la balle, sa qualité de jeu, elle dépend de la qualité de la passe qu'elle lui a fait son collègue. Ouais, d'accord. Et donc, au plus on crée, et je pense que ça fait partie des règles du jeu collectif, mais on crée d'automatisme et de compréhension du système de jeu, au plus justement, on élimine, entre guillemets, les déchets que peuvent être les fausses passes, etc., mais aussi donc les incommunications au sein de l'entreprise, le travail en silo. Quand on travaille en silo, souvent on tire pas forcément toujours au même moment et dans le même sens, pardon. Et ça, pour moi, c'est quelque chose que j'ai vu au fil des ans. Je dirais que c'est presque une pratique sportive qui est bien connue, mais que le monde de l'entreprise récupère maintenant de plus en plus. Et on communique encore pas suffisamment. Je pense que ça doit être quelque chose... Enfin, le fait de se parler, le fait de se donner de l'information, c'est quelque chose qui est jamais suffisant, en fait. On a besoin, on est tous dotés de 5 sens, on doit pouvoir anticiper des choses, on a des capacités énormes à condition d'avoir l'information. Et quand on est dans le monde de l'entreprise, quand on a été recruté, il y a, au final, tout le monde a envie de bien faire. Tout le monde peut bien faire, à condition d'avoir les bonnes informations. Et ça, c'est une des fonctions qu'on réclame de plus en plus au management, c'est de s'approprier soi-même l'information et pour le coup d'être même parfois curieux, d'aller soi-même chercher l'information, fait partie de la responsabilité, de la distiller auprès de ses équipes de manière à ce qu'elles-mêmes puissent interagir au bon niveau, au bon moment, dans la bonne direction, etc. Ça, je pense que c'est fondamental. Et je crois que c'est une des règles du sport co en plus. Moi, par rapport à l'idée forte, c'est que la phrase n'est pas de moi, mais le socle de l'équipe, c'est le niveau d'exigence réciproque que l'on a l'un vis-à-vis de l'autre et l'un vis-à-vis des autres. Et moi, je me dois d'être le plus performant possible, et parce que j'attends de toi que tu sois aussi le plus performant possible. C'est une forme de respect vis-à-vis de l'autre. Ouais. Mais c'est un respect, mais c'est aussi on dit que le rugby est une grande famille, mais on n'est pas obligé de tous s'aimer pour pouvoir faire partie d'une équipe forte. Ce qui est le socle, la vraie valeur d'une équipe forte, c'est justement que j'attends de toi que tu sois le plus performant possible, et toi tu dois attendre de moi que je sois le plus performant possible. Donc il faut que je monte mon niveau de performance. Et cette dynamique, toi, en tant qu'entraîneur, il y a une recette pour la mettre en place, ou c'est pas évident au quotidien justement d'alimenter cette Alors il n'y a dynamique? pas de recette. Par contre, le climat d'entraînement, tout à l'heure Olivier parlait de briefing, débriefing, d'analyse de match. Le climat d'entraînement, le climat général doit permettre à chacun d'entre nous de nous positionner, enfin à chaque joueur d'être positionné et d'être évalué, et d'être co-évalué par ses pairs aussi parfois, et pour pouvoir, notamment sur des phases collectives par exemple, et c'est un moyen de justement de renforcer cette cohésion qui doit à la fois être basée sur le lien qui peut être parfois affectif entre les hommes et de la même équipe, mais aussi justement par rapport à la tâche que l'on a à accomplir. Donc toi, tu expliques en gros, il y a une espèce de reconnaissance par les pairs qui peut lancer cette dynamique. En tout cas, le feedback quotidien, régulier. Quand le sauteur a confiance en son lanceur, parce qu'il sait qu'il a de la qualité technique optimale, quand le sauteur, il faut qu'il ait confiance en ses lifters, on est tellement dépendants les uns des autres dans notre sport que il y a tellement d'actions collectives et spécifiques qu'il faut qu'il y ait ce niveau d'exigence réciproque, il existe tout le temps. Mais est-ce que dans le monde de l'entreprise, on peut avoir cette notion de culture du feedback aussi forte telle que Philippe le décrit? Rapport à l'effectif,
il y a forcément un phénomène dilutif. Ouais. On connaît le système du téléphone qu'on transmet, et forcément, il y a donc d'où la vigilance sur la qualité de l'information que l'on donne, sur la capacité à la répercuter, à la remonter, parce que c'est une information descendante, mais c'est aussi une information montante, ça peut. Ce que décrit Philippe, c'est ce qu'on vit typiquement au niveau d'un comité de direction comme celui d'Aoste. C'est probablement d'ailleurs une instance, le comité exécutif, le comité de direction, au-delà d'Aoste ou pas. C'est probablement une instance où, de manière implicite ou explicite, on accepte ce challenge-là et on est capable, et c'est comme ça que l'équipe elle fonctionne, et c'est comme ça qu'elle est performante, qu'on accepte le challenge de l'un vis-à-vis de l'autre et qu'on met de l'exigence sur le niveau de contribution de l'autre. Et ensuite, charge à chaque membre, de répercuter ça dans son organisation. Alors, bien sûr, de manière, comment dirais-je, éthique, de manière, bien entendu, par les meilleurs moyens qui sont ceux qu'on peut donner aux gens dans l'entreprise. Mais vraiment, pour moi, ça, c'est une clé de réussite au sein d'un comité de direction. Alors, pourquoi je prends le comité de direction? Parce que forcément, ça rapproche un effectif de celui qu'on peut trouver dans une équipe de sport co. Mais vraiment, ça, c'est la clé. C'est qu'il faut qu'on place en l'autre un niveau d'exigence et que l'autre fasse la même. Et après, quand chacun est capable de dealer avec ça au sein d'un comité de direction et de répercuter ce type d'informations et ce type de messages auprès de ses équipes, là, ça fonctionne. Il y a une métaphore qui est on dit, quand deux directeurs s'engueulent ou on voit qu'ils sont pas d'accord, généralement, la machine à café, c'est la bataille rangée. Globalement. Et donc, ça, c'est fondamental. C'est que ça peut associer les gens, et donc, dans l'association, on crée une performance additionnelle, mais ça peut surtout beaucoup les dissocier. Et je reviens sur le rôle du DRH. Le DRH, dans un comité de direction, ça peut être aussi un peu celui qui va s'assurer que, d'un point de vue éthique, d'un point de vue collectif, les choses se passent comme elles doivent se passer, et avec un souci de dire waouh, quelle image on renvoie, parce que c'est pas un long fleuve tranquille, au même titre que dans une équipe, j'imagine, avec des joueurs professionnels qui ont tous une carrière individuelle à gérer. Il y a des moments de tension, il y a des moments de discorde, il y a des moments d'engueulade, il y a des moments de fraternité, mais il y a aussi des moments de discorde et d'engueulade, et de jalousie, et de Olivier, colère. Je reviens sur ce que disait Philippe, sur le côté... Finalement, on identifie effectivement, enfin tu dis c'est un équilibre, un collectif entre effectivement les joueurs un peu tête de pont, tête d'affiche qui vont embarquer l'équipe, etc. Est-ce qu'en entreprise, toi en tant que DRH, on peut être aussi précis que ça vis-à-vis d'un collectif? Ouais, on peut dire, et que ça soit établi pour tous, que lui est un talent et l'autre est peut-être perçu comme autrement en tout cas, ou? Bah, le monde est ainsi fait. Les attentes des gens, leurs capacités sont pas les mêmes, leurs motivations non plus. Il faut que tout ça travaille dans une forme d'harmonie. Mais ce que l'on doit faire, et encore une fois, mes collègues du comité de direction et moi-même sommes garants de ça, c'est que ceux qui ont envie d'évoluer au haut niveau, ceux qui ont envie de performer à un niveau qui excelle et qui ont envie de faire une carrière puissent le faire. Ceux qui ont besoin de travailler, de délivrer au bon niveau, etc., puissent le faire. À nous de veiller au grain, qu'il n'y ait pas de sous-performance et de gens qui on va dire, ralentissent la progression, mais bien entendu. Et c'est d'ailleurs, quand on raisonne au niveau d'une entreprise et quand on a une équipe constituée pour un certain temps, c'est tout l'intérêt de faire émerger des gens qui vont être plutôt des locomotives, qui vont tirer tout le monde vers le haut, et qui seront des modèles, et qui seront on va en faire des leaders, exactement, hein, des gens à suivre. Et puis, la seule chose pour laquelle il faut qu'on soit extrêmement vigilant, c'est qu'on perde personne. Et que souvent, en fait, on doit, et c'est peut-être les rares fois, mais c'est la réalité du monde de l'entreprise où il faut faire un mercato. C'est qu'on si on s'aperçoit qu'il y a des gens qui ont des difficultés, on peut les aider. Il faut pas que ce soit au détriment de la performance collective. Voilà. Donc ça, c'est pour le coup, mais je pense que dans le monde du sport, c'est exactement la même chose. Alors c'est marrant parce que vous rejoignez globalement sur le management d'un collectif avec en tout cas vers un regard attentif sur l'harmonie qui peut régner dans ce collectif. Souvent peut y avoir des discordes, en tout cas sur des sujets de rémunération.
Alors, c'est parce que souvent, on le sait, hein, les joueurs se parlent, les collègues se parlent, etc. Est-ce que ça, c'est un sujet dans le monde du rugby et toi, dans le monde de l'entreprise, sur peut-être ces sujets souvent fâcheux, surtout dans la culture française, qu'est la rémunération? Ou c'est pas un sujet? Vous pouvez me dire que c'est pas un sujet. Hein, mais... Ça devient un sujet, certainement. Ah, dans le rugby, ça devient un sujet? Ça devient un sujet, certainement. Ok. Pas dans le rugby, en tout cas dans... Ouais, enfin bon... le rugby est pro seulement depuis 1995, le statut de joueur, et ça s'est vu, enfin ça a été, comment dire, les vrais joueurs professionnels existent, au sens de la quantité d'entraînement, du volume d'entraînement hebdomadaire, plus le fait de ne faire que ça, ou en tout cas avoir cette activité-là comme activité principale, que depuis des années 2005, une vingtaine d'années, quoi. Inévitablement, les salaires ont une évolution, et cette évolution, elle a été très sensible ces 10 dernières années. Voilà. Mais dans tout groupe... Ça devient un sujet dans le vestiaire? Je sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Je peux pas répondre à cette question de manière précise. De tout temps, avant que le rugby soit pro, il y en a qui étaient aidés. On était un peu tous aidés, mais de manière différente. Et à un moment donné, je crois que moi, ça me gêne pas que le meilleur joueur de mon équipe, il gagne 3 fois plus que moi ou 4 fois plus que moi. Et s'il me fait gagner, s'il est très important dans les résultats de l'équipe, personnellement. Maintenant, voilà, après, on sait très bien qu'il y a des joueurs qui sont plus payés que d'autres. Est-ce que ça doit influencer les relations qu'ont les joueurs entre eux? Peut-être, au coach en tout cas, d'être vigilant là-dessus, et que ça ne puisse pas avoir un effet inhibiteur sur la perf et sur les relations qu'on a les uns entre nous, quoi. Voilà. Cette question, elle m'embarrasse un peu, quoi. Non, mais très sincèrement. Voilà. Faudrait la poser à des joueurs. À des joueurs, ouais, ok. Tu vois? Et toi, Olivier, c'est un sujet ou pas? Ça peut être un sujet de discorde dans l'entreprise. Il y a de plus en plus de règles. Il y en a toujours eu. Édictées à l'échelle d'une nation, un salaire minimum, édicté par un groupe, avec un certain nombre de gradings à respecter pour un niveau hiérarchique, tel grading qui correspond à une tranche de salaire, etc. Donc, pour gérer un collectif, effectivement, il faut être garant d'une forme d'éthique. Donc, il y a l'éthique dont s'est emparée l'entreprise, il y a l'éthique qui est celle de la loi, on va dire comme ça, selon les pays, forcément. Et on voit des choses qui sont, je pense, salutaires, et qui étaient un sujet du moment de discorde, qui est le salaire, par exemple, homme-femme. Et on voit qu'aujourd'hui, le sujet est extrêmement surveillé, et c'est tant mieux. Donc je crois que ça reste un objectif de chacun. Ça peut être un moteur, éventuellement, pour certains. Je vais peut-être dire quelque chose mais c'est que mon expérience. On quitte rarement une organisation que pour son salaire. C'est généralement plus pour quelque chose qui nous attache tous les deux. C'est la dimension humaine, ce qu'on y trouve, ce qu'on peut nous apporter dans cette entreprise, ce qu'on peut y apporter soi-même, où on se retrouve en décalage, etc. C'est rarement, ça arrive parfois, mais c'est rarement pour un problème de rémunération intrinsèque, un seul et même problème de rémunération, rarement. Alors c'est parfois associé à autre chose, bien évidemment, et parfois même il y a une corrélation, parce que le salaire est aussi rétribue la capacité à contribuer, à se mobiliser, etc., à s'engager, etc. Donc forcément, voilà, et avoir des relations et interagir avec les autres. Donc souvent, ce n'est que la traduction finalement d'un investissement, voilà. Mais de toute façon, on est de plus en plus encadré, et c'est tant mieux. Je reviens sur le sujet de l'harmonie, d'un objectif commun. En tout cas, chacun, vous dites que vous veillez au grain, entre guillemets, sur justement cette harmonie du collectif pour l'atteinte d'objectifs à court, moyen, long terme.
En gros, c'est ce que j'ai entendu. Vous avez le droit de me dire si je me trompe, mais Mhm. c'est ce que j'entends. Dites-moi si c'est vrai aussi sur vos fonctions respectives. J'ai plutôt aussi l'impression que vous pouvez aussi jouer le rôle de tampon, parce que pour veiller à cette harmonie, faut-il encore que au-dessus, c'est-à-dire actionnaire, direction générale, tire dans le même sens. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé effectivement de peut-être justement de faire ce rôle de tampon pour préserver le collectif et par conséquent la performance? Est-ce que c'est récurrent ou pas du tout, ou ça vous est jamais arrivé D'abord, droit au but. Si ce rôle-là, il est en tout cas régulier, faire un tampon entre à chaque niveau hiérarchique, on absorbe une partie d'eux, de manière à, si c'est du stress, pas retransmettre tout le stress, si c'est une inquiétude, pas retransmettre toute l'inquiétude. Et parfois accélérer l'inquiétude parce qu'il faut mettre en mouvement. Voilà. Il y a un moment où c'est là que le job peut s'arrêter, c'est-à-dire que c'est si on se sent pas aligné entre ce qui est demandé par l'organisation ou la hiérarchie, l'actionnariat, etc., et ce qu'il faut faire sur le terrain. Et là, c'est la responsabilité de chacun de prendre sa décision en disant est-ce que je me sens capable de porter ça, est-ce que je me sens aligné avec le fait qu'on me demande de porter ça, de le faire ou pas. Toi, tu pourrais quitter ton rôle si tu étais en désalignement, par exemple. Ça m'est arrivé. Ah, ça t'est arrivé? Ça m'est arrivé. Ok. Ça m'est arrivé et je pense que sur ma fonction, c'est un gage de longévité. C'est que on doit pouvoir, si on veut demander aux gens de s'engager, il faut qu'on crée une confiance suffisante pour que les gens, quand vous leur parlez, quand vous leur demandez de faire des choses, ils sentent qu'ils puissent vous faire confiance, en fait. Mais ça, c'est pas le rôle que du DRH, c'est le rôle de tout membre d'un comité de direction et d'un CEO. C'est un peu le capitaine du bateau, quoi. Si on sent que le capitaine, ça flotte, entre guillemets, et qu'on sent qu'il est un peu douteux dans ses pratiques, généralement, on n'a qu'une envie, c'est de quitter le bateau, quoi. Donc, et inversement, si vous êtes capitaine du bateau ou d'un département et qu'on vous demande de faire des choses, vous êtes en droit de dire mais attendez, moi je prends pas le risque pour les gens ou j'assume pas le fait que vous me demandiez ça. Donc c'est un peu c'est pour ça que c'est un peu délicat d'en parler, mais oui, effectivement, ça arrive. Et le facteur tampon, oui, il existe. Et encore une fois, c'est une question de dosage aussi en fonction d'un contexte, d'appréciation d'un contexte global. Par exemple, pour le climat social de l'entreprise, tout n'est pas bon à dire. Mais au même titre qu'à l'échelle d'une nation, je pense que tout n'est pas bon à dire. Il y a des choses qu'on ne sait pas et il vaut peut-être mieux qu'on ne les sache pas parce que, encore une fois, ça générerait peut-être plus de troubles que. Donc ce tampon-là, il existe, évidemment, bien sûr, dans les deux sens. Il existe parfois, on ne dit pas, je ne devrais pas dire comme ça, mais on ne dit pas tout à l'actionnaire, mais parce qu'on se laisse une marge de négociation, une marge de gestion de la situation sans pour autant surinquiéter les gens qui sont à la direction de ce groupe. Et inversement, parfois, il y a des choses qu'il faut qu'on filtre, puisqu'encore une fois, donner la vérité aux gens, est-ce que c'est... Et le corps médical le sait bien des fois. Hein. Vous savez, il y a des gens qui sont partisans de dire la vérité aux patients, puis des fois, le médecin juge qu'on va attendre un peu, etc. etc. Bon, il se trouve que là, c'est beaucoup plus douloureux que ce qu'on peut faire dans le cadre de l'entreprise, mais on doit faire ce tampon-là. On a cette responsabilité-là, qui est d'ailleurs un peu la solitude du manager parfois. Hein. Alors, je ne sais pas s'il y a une solitude de l'entraîneur, peut-être. Toi, Philippe, tu te retrouves dans ce que dit Olivier sur ce que tu es tampon? Oui, moi, en fait, dans ma carrière professionnelle, ce qui a toujours conduit ma trajectoire, c'est que le milieu dans lequel j'évolue corresponde aux valeurs qui me sont propres, que j'incarne et que j'ai envie de transmettre. Donc j'ai eu cette chance de traverser, enfin de passer. J'ai pas fait 50 structures, mais dans toutes les structures où j'ai entraîné, où j'ai coaché, managé des staffs, et là la direction du centre de formation du club pro à Lyon, j'ai toujours été en harmonie avec ce que je ressentais des valeurs de la structure. Donc, si on peut penser, ou transmises par les hommes qui dirigeaient la structure. Parce que, donc, j'ai eu cette chance
Franchement, j'ai eu cette chance. Je suis jamais resté forcé à un endroit. Et Tout comme Olivier qui est parti pour un désalignement. Ouais. Et je suis resté longtemps dans les mêmes endroits parce que j'y trouvais mon équilibre et que je me sentais bien et à la fois capable de transmettre et de répondre en tout cas aux exigences qu'on me fixait, quoi. C'est ce qui t'a drivé justement pour créer le centre de formation du club des loups ou... Alors, ce qui m'a, c'est pour animer c'est pas oui, on l'a pas créé, le centre, il existait, ouais. évidemment. Ah bah oui, c'est tout à fait ça. C'est incontournable que quand tu pilotes une équipe, un staff, il y ait quelque chose en commun au-delà des objectifs de performance qu'il y a sur la conduite à tenir et tout simplement les valeurs qu'on véhicule et qu'on doit incarner, qu'on transmet et que l'on doit qu'on doit respecter, quoi. Ça c'est fort, c'est le socle de ma personnalité et j'ai essayé de vivre avec ça. Je vis avec ça. Voilà. C'est marrant, ça vous rapproche très clairement. On sent cette forte, enfin vos singularités respectives, en tout cas cette quête de recherche de sa propre singularité, de la mettre au bon endroit pour pouvoir justement rayonner avec un bon collectif. Ça, c'est que ce soit dans le rugby ou chez Aoste, enfin en tout cas ça vous définit clairement tous les deux. Et à vous écouter presque, enfin je le prends comme ça, c'est-à-dire que ça me paraît tellement difficile pour vous de pas vous trouver au bon endroit, tellement vous envoyez finalement le bon message. Est-ce que tout de même, en envoyant, que ce soit pour Aoste ou pour les loups du rugby, qui ont quand même des identités très fortes, est-ce qu'on peut quand même, j'imagine, ça vous arrive de faire des erreurs de casting? Bien sûr. Bien sûr. Et pourquoi alors, Philippe? Pourquoi dis-le moi. C'est toi l'entraîneur, Philippe. Non, mais des erreurs de casting peuvent arriver sur le recrutement d'un joueur, par exemple. Eh oui, mais c'est ce que Donc, le recrutement, c'est quelque chose qui est clé dans votre activité. Bien sûr. Ouais. Aujourd'hui, c'est un sujet qui est très complexe. Ça dépend de l'âge de la catégorie d'âge auquel on cherche à recruter. Bien souvent, le recrutement, il se fait encore dans notre discipline sur des performances qu'on va voir de joueurs sur le terrain. Et en fait, on voit la face visible de la personne. Et si on veut aller plus loin, si on doit aller plus loin, il me semble que la performance athlétique, physique du joueur, sportif, technique, stratégique ou tactique, ce qu'on peut observer, elle ne doit pas être suffisante. Parce que il faut qu'on aille plus loin dans l'entretien, dans la connaissance du caractère, la connaissance de la personne, son degré d'entraînabilité. Là, t'es sur le savoir-être, c'est ça? Exactement. Son projet personnel. Ok. Toi, tu es en train de dire le talent ne fait pas tout. Pour intégrer un collectif. Le talent visible, là, ne fait pas tout. Ce qu'on voit. Ouais. Y en a qui ont des talents qui sont ça, c'est intéressant. Vous allez en tout cas, toi, quand tu vas identifier un talent, tu dis ok, il a du talent, mais tu veux savoir, connaître son savoir-être, savoir s'il a une colonne vertébrale, c'est-à-dire s'il sait où il va, s'il a un projet. C'est ça. Okay. Sa capacité à encaisser les entraînements, le degré d'investissement qu'il va mettre dans l'entraînement, parce que pour être professionnel aujourd'hui, c'est très compliqué. Il y a très peu il y a 30 clubs pro. Ouais, c'est intéressant. Ouais, est-ce que tu peux nous raconter cette stat? Elle est folle. Ouais. Ben oui, il y a 30 clubs professionnels. Ouais. 40 contrats par club. Allez, 1200 emplois possibles, une employabilité qui est faible. Et puis aujourd'hui, le top 14 est un championnat qui attire beaucoup d'étrangers. Donc il y a environ 450 joueurs qui arrivent des fédérations étrangères. Donc ça reste 700 joueurs
qui sont professionnels en rugby sur 12 années d'âge, de 22 ans à 34 ans, si on peut prendre les chiffres, on va dire, moyens. Ce qui fait que par génération, par millésime, c'est peu. C'est seulement 60 joueurs. 60 60 à 70 joueurs par tranche d'âge, sur une année d'âge. Avec tout le respect que j'ai pour les chirurgiens, pour les avocats ou les pilotes de ligne, c'est plus difficile d'être rugbyman professionnel que ce métier-là. Ouais, il y a moins de place, ça, c'est sûr. Et oui, donc, une exigence forte. Inévitablement, avec toutes les précautions que l'on prend, quand on fait des choix de recrutement, on peut, notamment chez les jeunes, parfois passer à côté et miser sur un mauvais cheval, entre guillemets, c'est une mauvaise expression, mais voilà, donc des erreurs on en fait. Des erreurs on en fait, il faut le reconnaître. Pourquoi ? Par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut qu'on aille très loin dans le recrutement sur la connaissance de la personne. Et même si on est encore une fois sur un sport co, la singularité, c'est la clé. Toi, Olivier, ça te parle, ça, en entreprise ? Recherche de la singularité, savoir-être ? On a beaucoup d'outils pour, en amont, nous, quand on est dans du recrutement, d'identifier. Alors déjà, il y a un premier outil qui est l'authenticité qu'on peut avoir avec les candidats, pas vendre du rêve, vendre concrètement les choses, expliquer, etc., de manière à ce que la personne puisse vraiment s'identifier. Ça, je pense que... Puis l'authenticité qu'elle te renvoie aussi. Exactement. Ouais. Exactement. Mais au-delà de ça, on a des outils. Bon. Moi, il y a et malgré tout, je fais une petite digression, mais éviter ce fameux décalage entre ce qui est vendu et ce que la personne va découvrir in fine. Exactement. Ouais. De la même manière, il faut qu'on se méfie de ce qu'elle nous vend. Mais ça, pour le coup, on a aussi des outils pour ça. Au demeurant, et c'est ce qui en fait beauté de ce métier, c'est qu'on a une matière qui est la matière humaine, qui est loin d'être parfaite, mais dans les deux sens. Et je pense que tout un chacun a intégré dans le monde de l'entreprise que des erreurs de casting eu égard au volume de gens qu'on voit, qu'on recrute, que l'on croise, etc., il peut y en avoir. Moi, à titre personnel, il y a une erreur de casting qui m'insupporte et qui me... Heureusement, j'en ai pas fait beaucoup, je crois très peu même, mais c'est une erreur de casting en fait la promotion interne. C'est-à-dire que vous avez les gens qui donnent le meilleur d'eux-mêmes, vous avez des gens pour lesquels vous avez d'ailleurs de l'ambition, pour eux, voilà. Et on arrive tous à un moment donné à un seuil de ses compétences, de son potentiel, etc. Au même titre que des joueurs, avant d'arriver en top 14, il y en a beaucoup qui sont restés en Pro D2, et puis d'autres qui sont restés même en national, en fédéral, etc. Et donc, moi, il y a quelque chose qui m'obsède, on ne met pas les gens dans des situations pour les mettre en situation d'échec. On n'est pas là pour ça. On est pour la réussite de chacun et la réussite du collectif. Donc ça, pour moi, c'est vraiment une obsession. On a bien entendu un outil en interne qui est la promotion interne et qui est absolument nécessaire, qui est souhaitable, qui est un investissement pour l'entreprise, pour les gens, etc. Mais sur celui-ci en particulier, il faut pas se tromper, quoi. Il faut pas se tromper, quitte à prendre parfois des décisions, mais alors toujours concerté avec les collaborateurs, mais il faut pas se tromper parce que il y a un double effet sur ce truc-là, c'est que ça met la personne qui était pourtant en réussite en situation d'échec. Donc honnêtement, c'est pas très satisfaisant, on n'est pas là pour ça. Mais il y a le collectif aussi qui vous regarde. Les autres vous regardent. Ouais. Ils disent, mais attends, si dans cette entreprise, il faut qu'on travaille dur, il faut qu'on s'investisse, il faut qu'on s'engage, etc., mais que le résultat, c'est qu'on va finir par exploser parce que, au final, voilà. Ça peut être... le climat social peut se dégrader rapidement. 2, on peut avoir peu de gens qui, du seul coup, postulent à de nouvelles opportunités parce qu'ils disent, non, mais attends... moi, à date, je suis bien là où je suis. Honnêtement, je fais bien le taf et ça me suffit. Je suis bien. J'ai pas envie de mettre en danger quoi que ce soit. Donc ça, c'est pour le coup, voilà. Vous avez un contexte externe, un contexte interne. Il peut y arriver qu'il y ait un décalage malgré tous les tests, malgré etc. Mais en interne, faut vraiment être super prudent, vraiment faire super attention parce que vraiment les conséquences de ça peuvent avoir dans la durée des conséquences importantes pour le collectif, quoi. C'est marrant, je rebondis parce que je remets 2 secondes ma casquette de chasseur de tête. Il y a des stats assez folles là-dessus et je suis plutôt content de t'entendre dire ça parce que souvent dans les recrutements, le candidat, quand il y a un candidat interne, un candidat externe, celui qui est le moins challengé, c'est le candidat interne. Ouais. Parce qu'il va faire valoir effectivement de l'ancienneté, etc., etc. Le candidat externe va être beaucoup plus challengé avec des tests, etc. Alors que je suis bien d'accord avec toi, ça devrait être
égale, et effectivement aussi eu égard à tout ce que tu viens d'expliquer, effectivement, justement, et ça rejoint ce que tu disais sur effectivement le feedback entre pairs dans le rugby, mais aussi le regard que pose sur l'autre. Effectivement, si on commence à pas à faire des traitements de faveur, etc., dans l'entreprise, ça devient ingérable. C'est compliqué, quoi. Ouais, je suis bien d'accord. Justement, Aoste, le loup, Philippe, Olivier, vous connaissez depuis quelque temps maintenant. Comment cette relation est née et comment ce partenariat et pourquoi ce partenariat entre Aoste et le club de rugby? Je commence. Je commence. Il n'y a pas de problème. C'est une rencontre d'hommes, mais qui a été générée par plusieurs choses. Au sein d'Aoste, on a une marque qui s'appelle Justin Bridou, et dont l'ADN est le partage entre amis, la convivialité, et qui sont des valeurs du sport, mais beaucoup du rugby. Et donc, de manière historique, on est associé au monde du rugby, au travers de partenariats, de mécénat sportifs. On est originaire de la région Rhône-Alpes, et donc, légitimement, on est partenaire du Loup pour l'équipe professionnelle. Et par ailleurs, on a au sein de l'entreprise une stratégie RSE qu'on a mis en place en mars 2021, au sortir du Covid, dont un des piliers est le 100% territoire, ce qu'on appelle 100% territoire, qui est en fait notre responsabilité et notre empreinte territoriale en tant qu'acteur économique du territoire. Toutes nos usines sont les premiers employeurs des communautés de communes dans lesquelles elles sont. Et pour nous, il est vraiment très important de participer au développement de ces collectivités. Elles ont beaucoup à nous apporter et on doit beaucoup leur apporter pour qu'elles continuent à nous apporter. Ça, c'est essentiel pour adresser notre croissance. Et c'est un des 6 piliers de la stratégie RSE du groupe, qui est une des références dans le monde de l'agro aujourd'hui. Et Dieu sait si pour autant il y a des gros acteurs. Et dans ce contexte-là, en étant partenaire du Loup, du club professionnel, on s'est porté partenaire du Loup Association, qui est le club historique depuis 1896. Où Philippe interagissait au centre de formation. Et quand on s'est rencontrés, on a dit, mais nous, notre empreinte territoire, elle passe aussi par notre capacité à aider les communautés sur ce territoire, au-delà des bénéfices qu'on peut avoir à soutenir l'équipe de rugby. Et donc, on est devenu partenaire du Loup Asso. Et quand j'ai rencontré Philippe, il m'a dit, mais est-ce que tu connais la Loup Attitude? Est-ce que tu sais ce que je souhaite promouvoir? Loup Attitude. La Loup Attitude. Je veux bien connaître la définition de la Loup Attitude. Et ça a été une révélation pour moi, mais révélation à 2 titres. Par rapport à l'alignement de ce que je pense moi, et par rapport à ce que l'entreprise veut faire. Et donc, je laisserai peut-être développer Philippe, mais en grosso modo, on est un club qui évolue au plus haut niveau. Notre job n'est pas de piller les clubs locaux sur le territoire, parce que forcément, tous les gamins de ce territoire ont envie de jouer un jour au Loup. On va pas se mentir, il y en a très peu qui auront l'opportunité de le faire. Donc, ce qu'on va faire... Au vu des stats de Philippe, manifestement... Exactement. Non, ouais. Et donc... En tant qu'acteur emblématique de ce sport sur le territoire, c'est à nous d'aller sur les territoires, développer le rugby et proposer des solutions aux jeunes qui veulent évoluer, chacun à leur niveau, avec leurs compétences, et peut-être pour certains, effectivement, venir un jour jouer avec les professionnels, mais d'abord s'épanouir au travers de ce sport, parce que c'est ce sport et les valeurs de ce sport qui nous construisent. Et ça, c'est parfaitement à Aoste. Et donc là, ça a été au-delà du fait que je viens aussi du monde du sport, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais je viens du monde du sport et que c'est mes valeurs. J'ai dit, mais ça colle parfaitement avec... et ça, c'est un vrai point de similitude avec la stratégie d'Aoste. Triathlon au départ, pour toi? Ouais. Maintenant, tu fais beaucoup de vélo, ouais, triathlon en tout cas. Ouais, c'est vrai. Oui, mais c'est plus que ça, c'est une éducation. Ça vient de mon père, qui était sportif aussi, etc. Donc vraiment, je me suis structuré autour de ces valeurs-là. Et vraiment, c'était la réconciliation, c'est presque la boucle est bouclée, quoi. Entre, finalement, j'ai trouvé une entreprise et cette entreprise a décidé d'interagir à ce niveau-là. J'ai, moi, ces valeurs-là et je rencontre quelqu'un qui, pour le Loup Association, encore une fois, les professionnels est une chose. On connaît les extrêmes du sport professionnel, du très haut niveau, etc. Le Loup Association, il y a une autre dimension derrière et ça colle parfaitement. Et c'est depuis,
il se passe pas 6 mois sans qu'on s'en parle, sans qu'on échange, sans qu'on passe un moment ensemble, quoi. Ça, c'est cool. Ouais. Parce que, ouais, en fait, le projet Loup Attitude, il est venu, il est parti des années Covid, où on était on avait une activité qui était réduite. D'accord. Au niveau des jeunes. Faut bien comprendre que le loup, c'est une entité qui regroupe deux structures, c'est-à-dire l'association, où les écoles de rugby, les jeunes, les moins de 14, les moins de 16, les moins de 18, etc., et toute l'activité qui va autour, les encadrements, les staffs, etc. Et puis, comme toute association qui arrive à aller dans le milieu professionnel, il y a la création d'une société, et c'est le loup SASP, le loup, tout ce qui concerne la gestion des joueurs pro, du staff pro, tout le merchandising, le service commercial, la billetterie, etc., qui dépendent du secteur pro. Et donc l'entité loup, c'est l'union de ces deux. Et pendant le Covid, effectivement, on s'est posé la question sur, comme on avait une activité ralentie, sur quel est notre projet. Quel est notre projet de club. Et au-delà de développer la performance la plus haute possible pour notre équipe pro, parce que le Loup est dans le milieu professionnel, top 14, seulement depuis une dizaine d'années. Donc c'est un club jeune dans le top 14. On a créé un projet de club qui s'appelle la Loup Attitude et qui s'appuie sur 5 piliers. Loup féminin, en quoi la place de la femme dans le rugby et en quoi en quoi la femme a sa part active dans le développement d'un club, dans la pratique du rugby, toi, soit en tant que joueuse ou entraîneur ou préparateur physique ou dirigeante, etc. Et puis et même comment on peut accompagner les femmes de joueurs dans leur parcours à la fois de mère de famille ou d'employés. Okay. Ah oui. Okay. Loup citoyen, deuxième pilier, très fort, où justement le rugby n'est pas que de la compétition, n'est pas que du sport. Et il a deux aspects. Le loup citoyen, c'est à la fois pour les membres du club, des équipes de jeunes, avoir une fois, 2 fois, 3 fois dans l'année des actions pour des associations caritatives ou des actions au service de la société de manière générale, ou du rugby ou du rugby en particulier. Un exemple très simple, c'est que chaque année, les moins de 14, en décembre, récupèrent dans leur chambre les jouets dont ils ne se servent plus, ils les reconditionnent, ils les mettent dans des paquets cadeaux, et ils vont les donner aux enfants de l'armée du salut à la période de Noël, le 15 décembre, lorsque les périodes de Noël arrivent, pour des enfants qui n'ont pas beaucoup de cadeaux. C'est donc loup citoyen. Loup féminin, j'en ai parlé. Loup green. En quoi on a été le premier club de rugby à calculer notre empreinte carbone. Ah oui, d'accord. Exactement. Okay. Et donc on essaie d'être le plus vertueux possible, d'avoir un comportement le plus vertueux possible au quotidien, avec que ce soit en termes de dépenses d'énergie ou d'utilisation des déchets, de traitement des déchets. Loup santé. Le 4e pilier, c'est Loup santé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des éducateurs qui sont salariés par le club pour proposer à soit des gens qui sont en rémission de cancer, notamment chez les dames. On a des conventions avec Léon Bérard qui permettent de faire pratiquer l'activité à travers le rugby ou le ballon ovale, en tout cas, pas forcément des activités d'activité physique dans la salle de muscu des pros ou sur le terrain du Matmut à des gens qui ont une santé précaire ou qui sont en phase de récupérer une santé, on va dire, un peu plus bonne. Le dernier pilier du projet Loup, de la Loup Attitude, c'est le Loup territoire. En quoi la présence d'un club de top 14 sur la région peut avoir un impact sur le développement de la pratique du rugby d'une manière générale pour tous les autres clubs périphériques. Aujourd'hui, sur la métropole de Lyon, il y a 16 clubs de rugby. Est-ce que le fait d'avoir un club pro à côté, au milieu de tous, ça peut, et en quoi ça peut, développer la pratique du rugby sur ces clubs-là, en termes d'attractivité de licenciés,
Ouais. Est-ce que ça peut générer des nouveaux licenciés dans les clubs amateurs? Est-ce que on peut faire partager l'expérience des entraîneurs auprès des éducateurs de clubs amateurs et donc de partager les expériences pour faire monter modestement le niveau de pratique de ces jeunes-là? Est-ce que ça peut nous aider à développer l'arbitrage, la formation, le goût pour l'arbitrage, le développement aussi de l'augmentation des dirigeants bénévoles dans les clubs? Voilà. Est-ce que ça peut jouer, est-ce qu'on peut jouer le rôle de pôle de ressources pour ces clubs-là, à la fois en étant bien sûr un pôle d'attractivité parce que il y a 15 000, 16 000, 17 000 personnes qui viennent tous les dimanches, tous les samedis voir les matchs ici à Lyon. Voilà, on s'est posé ces questions-là et du coup on a créé des liens forts avec les clubs du territoire pour justement est-ce que Violi ne pas en faire en faire des alliés en fait? Oui. Donc créer un lien de confiance, parce que c'est pas seulement sur le fait de dire voilà, on est un club pro, si vous avez un bon jeune, vous inquiétez pas, on est là. Ouais. Peut-être plus que ça, quoi. Plus que ça. Bien sûr que ça, c'est notre. Aujourd'hui, si on peut alimenter notre groupe de 40 professionnels, aujourd'hui, on a à 32% des joueurs professionnels au Loup qui sont passés par le centre de formation du Loup Rugby. Ah, waouh. Notre objectif, c'est d'atteindre les 50%. Voilà. Donc ça, ça se fait pas en claquant des doigts. Ouais. Ça se fait en définissant une stratégie, exactement, en l'appliquant. Avec des relations de confiance avec les clubs, les éducateurs, les présidents de clubs, pour qu'on soit un vrai pôle d'attraction, que les gens aient envie de venir, qu'ils aiment la marque Loup Rugby, mais qu'en contrepartie, nous soyons nous-mêmes un pôle de ressources où on puisse faire partager la modeste expérience qu'on a dans la formation, même dans les recherches de mécènes, dans les recherches de partenaires, les relations avec les partenaires publics, les collectivités, etc. Comment on peut partager ce qu'on a construit nous avec d'autres clubs pour leur en faire bénéficier. Voilà, tout simplement. Alors ça se traduit, je finis là-dessus, excuse-moi, Jess, mais ça se traduit par à tous les matchs. Il y a 200-300 enfants des écoles de rugby, des clubs périphériques partenaires qui viennent assister gratuitement au match. Ils viennent avec leurs éducateurs, leurs parents, etc. Il y a un lien fort qui se fait entre les pros et le public, et notamment une autre action forte qu'on a initiée, je ne veux pas dire tous les deux, mais dans 2 structures, et on a été partie prenante, qui s'appelle les Mercredis du Loup, où 2 fois dans l'année, dans les 10 clubs, 2 fois 10 clubs, 20 clubs du territoire, on descend avec le mercredi après-midi avec 2 joueurs pros, des cadeaux, des posters, des goûters, des ballons, des t-shirts qu'on laisse, où les 2 joueurs pros viennent participer à l'entraînement à l'école de rugby avec la centaine, 200 gamins selon les clubs, et viennent animer l'après-midi avec eux. Et là, on a besoin de partenaires économiques, et par rapport à cette non pas nous acheter un produit tout fait comme ça, les yeux bandés. Ce qui a été fort dans notre relation, et là je parle entre Olivier et Philippe à un moment donné, c'est qu'on a partagé le projet, l'action ce qui comptait. Ils se sont engagés, AOS s'est engagé parce qu'il y avait cette action-là forte, de présence sur le territoire, de partage, de simplicité, d'humilité, qui a été j'en aurais pas eu besoin d'avoir un argumentaire autre, quoi, que de raconter ce qu'on faisait. C'est clair. Ah oui. Et là-dessus, c'est pour ça que je dis que c'était une rencontre d'hommes, parce qu'au final, il y avait un projet, mais qui était porté par des valeurs humaines fortes, et on s'est retrouvés autour de ça. Moi, j'insiste sur le fait que pendant des années, AOS s'est développé sur son territoire dans ses bassins d'emploi. Il se trouve que nos usines ne sont pas au cœur des villes, mais au cœur des campagnes. Et on serait complètement... alors, je ne sais pas si c'est imbécile, ignorant, etc., d'imaginer qu'on ne doive pas, dans la continuité, faire en sorte que le maximum, et qu'on ne soit pas frugal dans la démarche, pour que cette activité au sein de ces bassins d'emploi perdure. Encore une fois, très très vite, on devient interdépendant de l'environnement dans lequel on est. Et donc ça passe par, et on le voit bien, pour habiter, moi, pour le coup, j'habite pas à Lyon, j'habite dans le Beaujolais.
Et une activité économique qui perdure, c'est une école, parfois une école qui s'ouvre, c'est très rare mais ça arrive. Une école qui s'ouvre, c'est des familles qui viennent habiter, c'est nos usines, c'est des fournisseurs autour. Si c'est des fournisseurs, c'est des familles. Si c'est des familles, c'est à nouveau une dynamique qui s'installe avec des crèches, etc. C'est des mairies qui, d'un seul coup, trouvent les moyens de construire des maisons de retraite, de subvenir aux besoins d'un certain nombre de gens qui sont dans la difficulté. Et c'est rien d'autre que la richesse d'un bassin d'emploi, ça. Et si on n'a pas le souci de ce bassin d'emploi, ou si on le fait de manière très égoïste, sans tenir compte de l'écosystème qu'on a autour, en disant on prend, et puis on épuise le système, globalement, on se tire une balle dans le pied, quoi. Et on a de multiples exemples d'endroits où c'est arrivé, où très très vite, on génère sa propre fin. Sa propre mort. Donc, et ça, typiquement, nous, notre problématique, c'est qu'on a une forte saisonnalité, on a des périodes raclette, des périodes pique-nique, etc. Et on a des appels de main-d'œuvre qui sont saisonniers. Et si on n'a pas la continuité de raisonnement, de dire tiens, d'une année sur l'autre, il faut qu'on préserve les gens qui sont sur ce territoire ou qu'on préserve les ressources qui sont sur ce territoire, parce que même si on en a besoin un certain temps, ça va revenir, etc. Voire même si on ne crée pas une dynamique d'emploi, et c'est le cas aujourd'hui, on a une campagne de recrutement importante. On voit très bien que finalement, on va ne faire que pousser devant nous une problématique qui va ne faire qu'enfler, qui finalement, au final, nous sera défavorable. Et ça, quand on arrive à associer des gens qui sont dans le milieu associatif, c'est le cas du Louasso, quand on arrive à associer les communautés de communes, les clubs locaux, quand on arrive à associer les associations, quelles qu'elles soient, locales, c'est bingo, quoi. Et d'ailleurs, c'est une des responsabilités qu'on donne à nos directeurs d'usine. Alors, nos directeurs d'usine, bien sûr, il faut qu'ils managent nos outils de production de manière très efficace et très efficiente, il n'y a pas de souci, mais ça fait partie de la job description d'un directeur d'usine chez nous, c'est que tu as un pied dehors, un pied dedans, et que ton job, c'est aussi de veiller à ce que on ait un contact avec les communautés, de veiller à ce que les communautés viennent au contact de l'entreprise et que l'entreprise ait le contact des communautés. D'ailleurs, ça se traduit souvent par des bénéfices en termes de recrutement. Si je parle de l'agroalimentaire, l'industrie au sens large, mais l'industrie agroalimentaire, on a parfois une image de marque assez déficiente. Et on s'est aperçu, malgré tous les moyens modernes qui peuvent exister aujourd'hui, de communication, les réseaux sociaux, les annonces, etc., enfin tout ce qu'on peut avoir autour du e-business en matière de recrutement, une des manières les plus efficaces qu'on avait de recruter, c'est de convier les gens à venir nous voir, d'aller les voir sur leur territoire, de les convier à venir nous voir, de partager, de leur faire visiter nos usines, etc. On voit bien que ça se passe localement. Il y a peu de choses qui se passent virtuellement, en fait. Alors, ça peut se passer, évidemment, qu'on recrute toujours par annonce, évidemment, qu'on recrute toujours avec des chasseurs, évidemment. Mais au final, au plus près du territoire, souvent, la méthode la plus efficace, c'est de créer cette connexion, de montrer aux gens, de leur faire visiter, de les accompagner dans la visite, de leur expliquer c'est quoi nos valeurs. Les joueurs du Loup qui vont sur les stades de rugby pour expliquer aux gamins des clubs c'est quoi un joueur, c'est quoi le rugby, c'est quoi un joueur pro, quelles sont mes valeurs, etc. On fait la même chose, souvent avec des collaborateurs ou des prospects, des gens qui sont sur les bassins d'emploi, parfois un peu éloignés de l'emploi, on fait visiter nos usines, on dit voilà, regardez, le job c'est ça. Et regardez, vous avez une organisation qui est celle-ci, vous avez un outil de travail qui est celui-ci, etc. On s'aperçoit que c'est souvent beaucoup plus efficace. Donc il faut tout le reste, mais il faut ça. Et donc on voit bien que ce contact humain sur le territoire, il est primordial. Non, mais c'est super intéressant, effectivement, votre exemple de partenariat. Effectivement, ce que je retiens de cet exemple, c'est l'interdépendance. Souvent, effectivement, l'individu ou l'entreprise, qu'elle fasse partie d'un territoire ou d'un marché, qu'elle le veuille ou non, elle est interdépendante. Elle peut, au lieu d'aller créer des conflits, créer un rapprochement qui peut être bien pour elle-même, pour l'entreprise elle-même, mais aussi pour les collaborateurs internes. Ça, c'est clair. Et justement, je reviens à ce que vous disiez au départ sur vos fonctions au tout début de l'épisode, sur effectivement l'entraîneur est garant d'un collectif humain et le DRH aussi, mais en vous écoutant, vous êtes presque peut-être plus que ça, vous êtes garant d'un écosystème en fait. Vous êtes le garant d'ADN, de valeurs que vous incarnez de manière très forte. En tout cas, je sais pas si c'est le cas pour tous les entraîneurs et tous les DRH. En tout cas, vous, c'est très ancré chez vous. Toi, tu as déjà, Olivier, quitté un job parce que tu étais désaligné. Toi, Philippe, tu ne pourrais pas faire ton job si tu n'étais pas aligné.
et vous l'incarnez au quotidien, que ce soit vers le haut, vers des actionnaires, ou vers le bas, ou sur les côtés. En tout cas, vous êtes les garants et les animateurs d'un écosystème. Ça, c'est, en tout cas, moi, c'est ce que je retiens de cet échange. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Oui, parce que et on est placé au cœur de multiples réseaux de communication et de décision, et on se doit justement d'être aligné avec juste les projets qui nous sont que l'on définit et qui nous sont ou d'autres qui nous sont fixés, et après on a chacun notre propre façon de faire, mais les gens qui vont nous écouter pendant un moment, ils vont comprendre qu'on a beaucoup de points communs quand même. Et dans ces points communs, je vais redire une phrase bateau, mais l'entraîneur, il doit être entraînant. Et oui, mais c'est important. C'est important. Vrai. Et la principale qualité qu'on doit avoir, nous, en tant que manager, c'est justement comment on donne de l'énergie, comment on transmet cette énergie pour que les gens aient envie de nous suivre. Mais pas de nous suivre de manière aveugle et sans comprendre le sens de ce qu'on veut faire ensemble. Parce que c'est ça qui est premier pour moi. Et donc, notre métier, il est là. Et, enfin, moi, c'est pour ça que c'est un métier passion. Et que c'est pour ça qu'il me correspond, quoi, tout simplement. Oui, on sent que tu n'aurais pas fait autre chose, Philippe. Là, je suis face à toi. Je le dis pour ceux qui... Mais même pour Olivier, je le dis pour ceux qui vont écouter en podcast ou même regarder sur la chaîne YouTube. C'est clair que... Je sais pas, je vous pose la question, vous auriez fait autre chose que toi, DRH, Olivier, et toi, entraîneur, Philippe? Pour rebondir sur ce que dit Philippe, je pense qu'on a un devoir d'enthousiasme. Enfin, moi, dans ma fonction, on a un devoir d'enthousiasme. Alors, pas un enthousiasme BA, il y a des hauts et il y a des bas, bien entendu, mais effectivement, on doit avoir la capacité à trouver une manière de rebondir sur plein de situations et d'entraîner, au sens entraînant d'une musique, au sens entraînant d'un rythme, d'entraîner les gens. Je pense qu'on a deux éléments en commun, c'est qu'il faut aimer les gens, il faut aimer la partie humaine des choses, le contact. Ça va peut-être vous paraître paradoxal, mais ce que j'aime, c'est chez l'homme, chez la femme, c'est son imperfection. C'est juste génial, parce que si on était tous les mêmes, on serait vraiment sués. On est d'accord ? Et finalement, de gérer cette imperfection, c'est juste ce qui rend le job tous les jours différent. Et encore une fois, il y a des contextes qui sont plus douloureux que d'autres, plus pénibles que d'autres, plus pressurisés que d'autres. Mais la matière, la richesse humaine est infinie. Donc la matière avec laquelle on interagit, elle est juste géniale pour ça. Voire même, je pense que, enfin moi, c'est le fruit de mon parcours. J'ai fait le choix à chaque fois de changer, non pas de changer d'activité. Je suis toujours resté dans l'industrie, j'ai un parcours de DRH industriel, parce que au fur et à mesure de mes expériences, j'ai acquis la conviction que derrière tout projet industriel, il y avait un projet humain. Et dans l'industrie, vous le sentez toujours, il y a toujours quelque chose, une base. Alors plus ou moins évidente, etc., mais plus ou moins marquée, mais il y a toujours une base. Et donc c'est... Pour soi perso, c'est d'une richesse infinie. Vous apprenez plein de choses, vous croisez plein de gens de cultures différentes. Enfin, moi, ce qui m'a frappé, par exemple, chez Aoste, mais dans d'autres boîtes, mais chez Aoste en particulier, quand vous rentrez dans un atelier, personne ne vous connaît, tout le monde vous regarde avec le sourire, et un regard qui a envie de vous dire, viens voir, je vais te montrer ce que je fais, tu vas voir. J'en suis fier. Je vais te montrer. Ça, c'est juste génial. Et donc... c'est du contact humain, c'est de la richesse humaine, c'est du partage. Je pense qu'il y a un peu aussi l'envie de redonner, de transmettre. Alors ça arrive en général, en toute logique, à un moment, à un certain âge, mais il faut être un peu imbibé de ça aussi, partager, transmettre, essayer d'emmener les gens vers quelque chose et de leur transmettre quelque chose. Donc voilà, non, je crois pas que j'aurais fait autre chose. Je vais faire sourire tout le monde. À 35 ans, j'ai dû me dire, tiens, peut-être que j'aurais dû être pompier. Parce que j'avais envie de... J'ai longtemps fait beaucoup de sport, donc effectivement, du triathlon à un certain niveau. Et je me suis dit, tiens, peut-être que j'aurais aimé un métier qui allie plus le physique, la dimension physique, la performance physique, voilà. Et parfois, dans ton métier, tu dois éteindre des incendies, quand même.
Merci, je vois on avait bien répété en fait le coup. Ah ouais, je vois que les blagues sont pas mal. Non, mais tu as raison. Ouais. Tu as raison, mais il y a un peu une dimension parce que, en fait, juste sans m'étendre sur le sujet, en toute humilité, je suis un peu le garant de quelque chose qui apparaît pas au bilan de l'entreprise, qui est le capital humain de l'entreprise. Ok. C'est la santé, dans l'ordre, hein. La santé. Il n'y a rien de plus important que la santé des collaborateurs. Ça apparaît pas souvent au capital et au bilan de l'entreprise. Le talent, il y en a pas, mais en même temps, comment on le rend matériellement visible? Pas vraiment. La formation, le développement, le climat social de l'entreprise. Tout ça, c'est des choses qui, je pense, ça me correspond assez, puisque j'aime pas trop me mettre en avant, mais sont essentielles à la performance, nécessaires, essentielles, et ça apparaît nulle part au bilan de l'entreprise. Très juste. Très nulle part. Donc les machines, les outils, la surface, le chiffre d'affaires, le stock, tout ça, c'est très clair. Le talent des gens, leur motivation, leur engagement, leur formation, leur développement, leur santé. Et il y a un garant pour ça dans l'organisation, c'est l'organisation RH. Je serais rien sans des équipes, mais on est un peu le garant de ça quand même. Voilà. Donc je crois que j'aurais pas fait autre chose en fait. Ouais, moi de par mes origines et de par mon éducation basée sur l'autonomie et la liberté, je pense avoir pu garder toute ma carrière, mais ma liberté de faire ce que je veux, dans un cadre bien sûr, mais j'ai la prétention de dire ça. Alors c'est vraiment mon ressenti d'avoir pu exercer une activité professionnelle où je me sens libre, autonome et capable de pouvoir conduire mes projets dans le cadre qui m'est défini de manière vraiment dans le bien-être, quoi. Donc je suis tombé dans la marmite du rugby tout petit. Bon, j'ai pas grandi, mais j'ai participé, j'ai vraiment réalisé tout au long de ma carrière ce que j'avais envie de faire. C'est important et de ce fait, je suis très attaché au bien-être de mes collaborateurs. C'est exactement ce que vient de dire Olivier. Merci messieurs. Merci Jess. Merci beaucoup. Merci de nous avoir livré tout ça. Honnêtement, ça m'inspire beaucoup. On entend parler, on entend sur les réseaux, un peu partout parler de sens, de ceci, de cela, et d'échanger avec vous, effectivement, de voir que tous les deux, parfois peut-être ça vous a coûté un job, peut-être d'être aligné avec soi, ou en tout cas, tu dis t'as de la chance, toi Philippe, d'être là où tu es, mais en général, faut quand même la provoquer, sa chance. Donc et de voir qu'effectivement deux personnes qui incarnent leurs valeurs et qui mettent les moyens pour y arriver et pour sublimer, en tout cas, ou trouver une harmonie au sein une cohésion au sein d'un collectif dans deux univers différents et finalement ô combien si proches en termes de valeurs, et en tout cas en plus collaborer ensemble et faire ce projet Aoste Loup assez fantastique. Ça c'est la cerise sur le gâteau. C'est juste génial. Ça c'est juste génial. Incroyable. Franchement, ça restera un très bon souvenir de ma carrière. Bien fait de faire cette interview. Votre cas de figure est juste, voilà. c'est un cas d'école, quoi. C'est génial. C'est génial. Non, merci beaucoup. Merci Philippe. Merci Olivier. Merci beaucoup. Il n'y a pas la question. T'as pas de question piège? Non, il n'y a pas de question piège. C'est vrai, on déconne à la fin. Attends, je t'ai posé une question sur la rémunération. Elle était un peu piège. Non, merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci à tous de m'avoir suivi dans ce nouvel épisode d'Hors Normes. Vous l'avez compris, très spécial, entre ce regard croisé entre le métier d'entraîneur et de DRH. À très bientôt pour un nouvel épisode d'Hors Normes. Ciao. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Hors Normes avec moi. J'espère qu'il vous aidera à oser vous écouter, à faire des choix audacieux et à prendre un chemin hors des normes. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager à vos proches, mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Si vous souhaitez également me suggérer des invités ou tout simplement me faire part de vos retours, vous pouvez me contacter via mon compte LinkedIn. Je suis Jess Bichet et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode d'Hors Normes.